À 48 heures à peine de l'investiture du président américain élu, Joe Biden, l'Amérique est plus que jamais face à tous ces démons. Un pays divisé où le vivre ensemble n'a jamais semblé aussi menacé. Donald Trump, qui s'apprête à quitter la Maison-Blanche pour un hôtel qui lui appartient en Floride, devra faire face à une procédure de destitution en règle. Et procédure initiée par ses adversaires politiques. Les démocrates accusent le milliardaire républicain d'avoir incité à l'insurrection de ses partisans contre le Capitole le 6 janvier, un assaut qui a fait 5 morts. Pour un des élus à l'origine de cette procédure, ce n'est ni plus ni moins que le crime présidentiel le plus grave de l'histoire américaine. Pour les soutiens du président sortant, ce procès est une attaque honteuse contre la Constitution et la démocratie américaine. Celui qui aura passé 4 ans à la tête de la première puissance mondiale a déjà informé qu'il n'assisterait pas à l'investiture de son successeur. Procédure de destitution contre Donald Trump, quels enseignements pour les États-Unis et le monde? C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun. Bonjour à tous. À nos côtés, pour en parler, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Face à vous, Jules Néopati, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Il y a aussi un troisième membre de ce plateau, une troisième personne, Madeleine Kondo, bonjour. Bonjour, Monsieur Towano, bonjour à tout le monde et bonjour à tous les Africains qui nous suivent avec intérêt pour la saga américaine. Voilà, vous êtes panafricaniste, présidente fondatrice de l'ONG AUHR, on entend African Union for Human Rights. Messieurs, merci d'être là. Ma première question est pour vous, Lamine Cissé. On a vu Donald Trump qui ne sera pas à la prestation de serment de son successeur Joe Biden. C'est assez inédit dans l'histoire récente américaine. C'est justement, vous savez, la démocratie, c'est pourquoi je dis, la démocratie, elle est universelle. C'est le comportement. C'est l'acceptation, n'est-ce pas, de la réussite ou de la défaite. Ça, c'est universel, c'est partout, dans toutes les sociétés. Donc, un Donald Trump, c'est que c'est son comportement qui l'a amené à la tête de l'État fédéral. Donc c'est pourquoi je dis souvent que c'est pas le pouvoir qui change les hommes. C'est le pouvoir qui découvre les comportements des hommes à la tête de nos institutions. Donc un Donald Trump est inédit parce que très loin de Barack Obama, de Bill Clinton, de George Bush. Et depuis 1780, je crois qu'on n'a pas assisté à ce scénario. Donc c'est une leçon à tirer. Ça veut dire que nulle démocratie n'est à l'abri, n'est-ce pas, de l'effondrement. Parce qu'il suffit qu'un homme qui soit foncièrement dictateur et antidémocratique, ou bien un homme qui est fou dans sa tête, prenne la tête de nos États pour tout chambouler. Alors, c'est la leçon que j'en tire. Alors, Julien Mpati, qu'est-ce que cette absence traduit dans une démocratie aussi vieille que celle des États-Unis? Qu'un président en exercice qui vient de finir son mandat, qui a été battu dans les urnes, même s'il a contesté, on le sait, le scrutin, refuse et informe de ce qu'il n'assistera pas à l'investiture de son successeur. Merci. Vous voyez, je crois malgré tout que ce sont des parenthèses qui sont en train de s'ouvrir dans la démocratie américaine et qui vont se refermer très vite. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique constituent un État démocratique à fort cimentage de valeurs, de principes, de pratiques, d'institutions fortes, à telle enseigne que le patriotisme, le respect de la nation, le respect des institutions est sacré. Et face à cela, quelques dérapages ou débordements de personnalité, de la personnalité de l'individu,
je crois que ça n'aura pas trop grande cité. Maintenant, pour répondre de manière directe à votre question, les États-Unis ont des valeurs, ont des habitudes, ont des pratiques. Et tout Américain sait très bien qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Et il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire. C'est un État qui travaille pour ne pas engriffer, c'est un État voyou. C'est un État qui se bat pour être perçu dans le monde entier comme une nation modèle. Alors de ce point de vue-là, je crois que cela traduit simplement, comme Cissé vient de le dire dans un pan de son analyse, cela permet simplement de voir que dans un État aussi démocratique, dont la démocratie est aussi vieille que les États-Unis, il n'est pas impossible d'avoir quelques individus qui aient des velléités et du genre. Et cela montre également que, et ça m'amène à parler de cette affaire de Carapace, c'est-à-dire que, alors, tous ces défauts-là étaient où quand le peuple américain devait élire ce président. Ça veut dire que cette hypocrisie, parce que les gens démontrent, ils le démontrent en sociologie, montrent que chacun a un masque. Ça veut dire que les Américains, malgré cette capacité, cette force-là, cette expérience sur le plan démocratique, n'ont pas su reconnaître un citoyen imbu de sa personnalité, un citoyen qui ne respecte pas l'autre citoyen, un citoyen qui ne respecte pas les institutions, un citoyen qui ne respecte pas les autres nations, quelqu'un qui vous dit dans un domaine clé que moi je respecte beaucoup, les questions environnementales, et il dit mais le changement climatique c'est un canular. Il vous dit par la suite, il traite les Africains des pays africains de pays de merde. Quelqu'un qui dit l'une des rares fois que lui n'a pas perdu les élections, alors que cette habitude-là est africaine. Là, les États-Unis ont déjà dépassé ça. Quelqu'un par la suite qui incite à la violence, ça nous amène à nous dire que les Américains s'étaient certainement trompés en 2016-2017 quand ils élisaient Donald Trump. Et aucun citoyen n'est assez grand pour être éduqué et rééduqué politiquement. Alors, Madeleine Kondo, l'investiture de Joe Biden se fera dans une capitale militarisée suite à des incidents, on le sait, au Capitole. Quel est le sentiment qui prévaut en ce moment aux États-Unis? Un sentiment de réserve. Merci pour la parole et merci à tous ceux qui sont chez eux et qui nous suivent. Le problème, c'est quoi? Aux États-Unis, on fonctionne à partir des institutions dont on est doté. Et de ce fait, compte tenu du climat que M. Donald Trump a cultivé, entretenu, a propagé dans l'esprit de certains Américains qui se réclament aujourd'hui comme étant plus américains que les autres, nous nous trouvons dans une situation où chacun de nous retient son souffle. Il y a un de mes collègues qui a sa mère depuis les incidents de mercredi jusqu'à ce jour ne retrouve pas le sommeil. C'est-à-dire, elle a peur au fur et à mesure qu'on avance vers le 20 janvier, elle se demande ce qui va se passer. Nous sommes dans une situation très tendue. Et j'ai fait une communication où j'ai demandé aux Africains qui estiment que M. Trump est celui qui devait nous libérer, qu'il joue bas la terre, parce que tout ça, sa nature à favoriser les incidents, le développement, même l'évolution des incidents qui pourraient naître autour de la prestation de serment de M. Joe Biden. Aujourd'hui où je vous parle, dans tous les États, on ne fait qu'arrêter des gens. Il y a les deux ou trois derniers qui ont été arrêtés vers la fin de cette semaine, disons, de la semaine passée, parce que nous, notre semaine commence les dimanches. Il se trouve qu'il y a un qui avait une arme qui pouvait déclencher 500 fois. Mais où on va? Des armes de guerre qu'on saisit. Voilà un monsieur qui a été aperçu dans les rues de New York avec un AK-47, les Kalachnikov. Ça, ce sont des armes de guerre dans les rues de New York. On ne sait pas ses intentions. C'est pourquoi je demande aux Africains, même si on ne nous a pas appelés ici,
Il y en a qui sont ici par la force du travail. Il y en a qui sont venus se chercher, comme on dit souvent dans les rues d'Abidjan, pour dire que il faudrait que les Africains fassent attention. Si vous avez des parents aux États-Unis que vous aimez, qui vous aiment, qui s'occupent de vous, en qui vous croyez, qui sont, par exemple, des modèles pour vous, il faut changer de langage. Parce que souvent, quand vous entretenez la haine, quand ça commence, vous ne savez pas où ça va tomber. Et vous ne savez pas quels sont ceux qui seront emportés de façon innocente, parce qu'ils n'ont rien à voir avec la situation, qui seront emportés dans cette rage-là. Aujourd'hui, les États-Unis sont en état de siège. Mais les gens font tout pour rassurer la population, pour vaquer à ses occupations et pour éviter un certain nombre de choses avant même l'investiture. Je vous dis que ça ne sent pas bon. Les politiciens vont rassurer la population. Mais nous, moi personnellement, pour ce que je lis, pour ce que je parcours sur les réseaux sociaux, les informations secrètes qui me parviennent par certaines relations, je vous dis que ça ne sent pas bon. Et quand M. Donald Trump dit qu'il ne va pas assister à l'investiture, il n'est même pas invité. Dans la logique des choses, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais compte tenu des incidents de mercredi au Capitole, où il a toujours... combien de temps il a mis pour condamner cela? Et il dit qu'il n'est pas responsable. C'est là où les gens même décident. Beaucoup d'entre eux, même les élus, il y en a qui ont décidé qu'il n'a pas le droit d'aller là-bas. Quand il dit qu'il ne veut pas partir, mais si on ne t'a pas invité à une fête et que de chez toi, tu dis, moi, je ne vais pas à la fête, mais on ne t'a même pas invité. Dans la logique, la loi dit que tu dois être là. Mais la grande majorité des gens. Et puis, ce que je veux souligner, si vous me permettez, si vous m'accordez quelques Allez-y rapidement. Ce que je veux souligner, c'est que ceux qui sont décédés là, la grande majorité, ce sont des gens qui ont des formations militaires. C'est-à-dire qu'ils font partie des services secrets. Cette dame qui est décédée, elle fait partie de Air Force One. Air Force One, c'est quoi? C'est cette institution qui s'occupe du top secret au niveau de l'avion officiel, c'est-à-dire du président. Mais ce n'est pas n'importe qui on prend. Voilà une façon aussi de nous faire savoir, ou alors de montrer aux yeux des gens que quand bien même l'Amérique est une démocratie que nous contemplons, que nous admirons, ils ont aussi leurs petites choses que nous ne devons pas accepter. Voilà. Parce que pour que vous soyez de ce service-là, il y a un background, c'est-à-dire on revoit comment vous vous comportez, est-ce que vous êtes qualifié. Mais cette dame-là, si elle est allée pour ça, elle sait très bien que c'est contre la loi, ça veut dire qu'elle a été recrutée sur la base du farfelu. Je m'arrête là pour le moment. On voit un Donald Trump isolé, critiqué, dépossédé de la plupart de ses canaux de communication. Il n'a plus de compte YouTube aujourd'hui, il ne peut plus intervenir sur Twitter et bien d'autres réseaux sociaux, boycotté par la presse américaine. Même, qu'est-ce qui explique, on va dire, cet acharnement contre un homme qui a fini son mandat et qui est en train de partir? C'est à moi. Allez-y. Non, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le système politique américain est tellement développé, tellement renforcé, que cela fait partie aujourd'hui pratiquement de la civilisation américaine. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas étudier la civilisation américaine, même dans des sciences sociales, sans qu'on ne vous parle du système politique américain. America first. America for Americans. La doctrine du président Monroe. C'est-à-dire, pour les Américains, l'Amérique est sacrée. Et là, vous savez, le président américain, Donald Trump, il a commencé sa descente aux enfers depuis 2018, par là. Hein. 2018, déjà, il a commencé. Mais j'ai l'impression que les démocrates, c'est-à-dire, je dis les démocrates, fondamentalement, la Chambre des représentants n'a pas su prendre ses responsabilités pour le neutraliser, parce que la procédure d'impeachment, quelque part, c'est une procédure également de neutralisation du chef de l'État. C'est une procédure par laquelle on amène le chef de l'État est bien obligé de se calmer. Parfois, même ça peut conduire le chef de l'État à démissionner, comme cela s'est passé en 1974 avec Richard Nixon. Alors, voilà un individu
qui pratiquement se lève contre le drapeau américain. Mais vous voulez que les autres Américains le suivent dans cette démarche? C'est-à-dire, il y a ce que j'appelle la dépersonnalisation. C'est-à-dire, quand vous traitez cela du point de vue de la sociologie politique, vous avez un citoyen américain appelé Donald Trump qui a été investi président de la République. Et parce qu'il devient président de la République, au lieu de rentrer dans la fonction présidentielle et d'agir en qualité de président en tout temps, en tout lieu, on sent parfois un président de la République qui agit beaucoup plus en tant qu'un individu, en tant qu'une personne privée. Et jusqu'à se lever maintenant contre les institutions de la République. Jusqu'à se lever, jusqu'à monter des gens contre les institutions de la République. Quelqu'un comme ça, il est en train de créer des conditions pour qu'on le poursuive pour crime. C'est la raison pour laquelle la procédure d'impeachment se justifie. Donc, il ne peut qu'être isolé. Et ce n'est pas terminé. C'est vrai que cette procédure qui a été enclenchée, tout au moins, elle devrait en principe le neutraliser. Mais si malgré cette procédure-là, qui a été enclenchée par la Chambre des représentants, il se permet de dire ce qu'il est en train de dire. Si il a eu à demander aux gens, comme on l'a appris, de marcher sur le Capitole, hein, et il a eu à faire tout ça là, et par la suite, il dit que ce n'est pas lui, et que par la suite, il monte au créneau pour dire qu'il ne sera pas à l'investiture. Mais l'investiture ne consistera pas à enlever la chemise à l'ancien président pour la porter au nouveau président. Cela a déjà eu lieu lors des élections et il a été battu. Donc, quand ça se passe comme ça, on doit plus s'isoler. Attention, quand on ramène cela un peu en Afrique, rapidement, ce n'est pas évident que ça se passe toujours comme ça en Afrique. Il y a une situation du genre dans certains États africains, malgré que le chef d'État se soit dépersonnalisé et qu'il soit en train de se conduire dans l'apatridie et en train de montrer qu'il est plutôt plus un vil individu qu'un chef d'État. Quand ça se passe dans certains États africains, je ne suis pas sûr qu'il soit totalement isolé parce que l'argent peut circuler, parce que les soutiens contre vents et marées peuvent se faire et ça demande donc que les États africains apprennent des États-Unis, qu'ils comprennent que c'est d'abord la nation, qu'ils comprennent que c'est d'abord la Constitution, qu'ils comprennent que c'est d'abord l'institution. On ne se braque pas contre un État. Un État mérite respect. À la limite, on peut rester dans la logique de Durkheim pour dire, mais tout à l'État est ce que l'individu mérite à l'individu, puisque nous avons affaire à des défenseurs des droits de l'homme. Je m'en arrête là. Alors, Lamine Cissé, pourquoi une procédure d'institution contre un président qui a fini son mandat? Non, c'est pour l'empêcher de revenir, parce que la procédure, le deuxième impeachment, c'est pour lui permettre de ne plus se présenter aux élections. C'est pour l'éliminer dans l'échiquier politique américain. Mais je crois administratif aussi. Oui, administratif. Je crois que Trump n'a fait que révéler l'Amérique. Hein. Moi, je crois que le vrai visage de l'Amérique ou la face cachée. Il faut dire merci à Trump, parce que les hommes politiques américains et le monde entier doivent comprendre que l'Amérique n'est pas à l'abri. Il y a plus de 71 millions d'Américains qui ont voté pour Trump. Malgré tout ce qu'il a pu faire, malgré tout ce qu'il a pu, le communautarisme, le racisme, etc., son ego, il foule au sol les droits internationaux. Pour lui, c'est quand il se réveille le matin, ce qu'il pense, c'est ça qui doit marcher, quoi. Mais il y a eu 71 millions d'Américains. Vous allez me dire c'est très petit par rapport à 332 millions d'Américains. Non, mais c'est extrêmement important. Hein? Parce que quand on dit 371 millions d'Américains, c'est 71 peut-être millions de familles américaines. C'est extrêmement important. Donc, l'Amérique doit se rectifier à partir de ce moment-là pour dire que je suis à l'abri. L'Amérique n'est pas à l'abri. Heureusement, comme il l'a très bien dit mon ami, le professeur, heureusement que l'Amérique a des institutions qui sont très fortes. Il y a des choses qu'on ne peut pas dépasser. Sinon, l'Amérique allait basculer dans la violence, ça allait basculer dans la dictature. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez dit tout ce qu'on fait contre lui, l'image de Trump ne se vend plus. Il est lâché par sa banque, il est lâché par ses partenaires financiers, beaucoup sont en train de se retirer. Trump
n'est plus valable, n'est plus moralement, c'est amoral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'afficher avec Trump. Donc tu vois qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont fondamentalement aussi attachés à la morale, à l'éthique, n'est-ce pas, à la droiture. Il y a cela. Parce que même, c'est pas de gagner de l'argent sale, c'est pas de gagner de l'argent avec quelqu'un qui n'est pas un modèle. Si la Deutsche Bank, qui est la banque qu'il a soutenue depuis ses problèmes, cette banque-là se désolidarise et dit que je ne coopère plus malgré tout ce qu'il peut gagner. Je crois que c'est extrêmement important. Maintenant, quand on amène ça à l'échelle africaine, comme tu l'as dit, c'est les Trump qui sont révélés en Afrique. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit, souvent les politologues ou bien les analystes politiques disent que c'est le pouvoir qui rend fou. J'ai dit non. Le pouvoir révèle le comportement. Le pouvoir révèle ce que la personne est. Si vous, professeur, vous êtes un homme humble, vous aimez votre population, vous êtes un démocrate, vous avez l'amour pour votre peuple, quand vous allez venir au pouvoir, au contraire, le pouvoir va augmenter, va vous révéler dans ce sens-là. J'espère que vous prophétisez. Non, Là. oui, je le souhaite. Amen. Donc, le pouvoir va vous révéler. C'est vrai. Mais si vous avez une face cachée, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Nos politiciens, ils viennent, je vais faire ça, etc. Ils font un discours au moment où ils sont en train de chercher le pouvoir. Mais quand ils viennent au pouvoir, ils font tout à fait le contraire. Et le peuple est muselé. Parce qu'en fait, en Afrique, c'est ce qui est dramatique. Et que aux États-Unis, Trump parle l'anglais et il est accessible au peuple américain. Mais nous, chez nous, ici, là, on parle français, on n'est pas accessible. Et comme vous avez dit, la corruption, les institutions sont affaissées, n'est-ce pas, à la solde du président de la République. Donc le président de la République contrôle tout. Il contrôle même la manière dont les gens respirent, quoi. Ce qui veut dire que ça passe. Et puis nous avons eu, par exemple, des chefs d'État qui ne sont pas comme Trump, qui sont comme Barack Obama. Ça a marché. Quelques rares fois. Hein? Nous avons vu des chefs d'État vraiment qui ont impulsé la démocratie dans leur pays, qui se sont battus pour que leur pays avance. Nous avons vu cela. Ils ont le comportement de cela. C'est pourquoi l'Amérique n'est pas à l'abri. La démocratie, elle est universelle. La démocratie, elle peut être spécifique selon les pays, mais ça ne veut pas dire que les Occidentaux peuvent nous vendre quelque chose que nous ne pouvons pas faire. C'est pas vrai. Merci. Alors, Madeleine Kondo, Hillary Clinton, dans sa bataille pour accéder au fauteuil présidentiel, disait il y a 4-5 ans que l'Amérique s'apprête à élire le chaos. Ses propos étaient extrêmement durs, pas assez entendus ou perceptibles à l'époque, mais le temps lui donne raison aujourd'hui. Absolument. Et je crois que j'ai reçu une vidéo dans ce sens que j'ai partagée avec des gens, je ne sais pas si vous l'avez reçue aussi, effectivement, pour dire que l'alternance de la Constitution, c'est-à-dire les 2 mandats du président, après ces 2 mandats où on dit qu'il ne peut pas briguer un 3e mandat, j'ai fait un post où je disais que c'est fait de 2 façons. D'abord par la Constitution et aussi par la réaction de la population, c'est-à-dire des personnes, de la masse en âge de voter, qui fait encore une autre interprétation et une autre application de ce passage de la Constitution. C'est pour vous dire que quand un président est élu 2 mandats, vous avez, si vous regardez très bien, à part ceux qui ont eu par exemple des problèmes comme le Watergate, le Irangate et puis la saga de M. Donald Trump dernièrement, c'est fait de telle sorte que quand le président qui était là a fait ses 2 mandats, eux, ils passent automatiquement à une alternative, c'est-à-dire l'alternance politique. Tout à fait. Et ça, c'est fait de telle sorte que même si le candidat qui sort, c'est-à-dire le vice-président de celui qui vient de passer 2 ans, même s'il est là, qu'il est bon, même si leur mandat a été apprécié dans les normes parce qu'ils ont fait de bonnes choses, dans l'esprit des Américains, ils reprennent cette partie de la Constitution autrement. C'est pourquoi quelqu'un comme Bill Clinton, après ses 2 mandats, son vice-président qui s'en va pour les élections ne sera pas élu. Parce que quand le dollar, qui était à près de 600, chute jusqu'à 250, c'est par rapport au franc CFA, c'est-à-dire $1 faisait 600.
et qu'un démocrate, un républicain vient au pouvoir et qu'un dollar fait 250 francs CFA, et qu'un autre Américain vienne et que le dollar remonte, c'est-à-dire devient tellement fort qu'un dollar devient 850 francs, ou alors autour de 700, en principe, ceux qui sont sortis de cette administration, c'est-à-dire le vice-président de Bill Clinton, devaient passer haut les mains. Seulement les Américains se disent 2 ans pour un parti et on veut essayer l'autre parti aussi, parce que n'importe comment, même si vous avez réussi, il y a des choses sur lesquelles l'autre parti aussi a son agenda, il y a des développements ou alors il y a des décisions que eux aussi veulent amener sur la table, qui sont des décisions dans l'intérêt, des lois dans l'intérêt des populations américaines et des familles. C'est pourquoi, même si la Constitution limite ça, la population même en votant fait ça aussi. C'est pourquoi, monsieur, pour ajouter que c'est pourquoi Mme Clinton, quelle que soit la campagne qu'elle aura battue, quel que soit ce qu'elle aura eu comme bonnes idées, les Américains ne sont pas prêts pour un 3e mandat. C'est-à-dire un 3e mandat des démocrates, qui est une prolongation du mandat de M. Barack Obama. Et cette alternance-là, les gens doivent comprendre, les Africains doivent comprendre ce procédé-là. Les 2 ans, les 2 mandats plutôt de la Constitution, mais le comportement de ceux qui votent aussi, qui imposent et qui arrêtent le fait qu'on ne veut pas un 3e mandat. Voilà qui est clair. L'Amérique a effectivement consacré cette alternance régulière au sommet de l'État, où des gens qui ont eu à collaborer avec des régimes n'ont pas forcément la chance de continuer à gouverner. Joe Biden, le président élu, a placé la prestation de serment sous le thème de l'Amérique unie et prévoit donc de s'entourer de ses prédécesseurs qui, on va dire, sont restés dans l'establishment. Je pense à Barack Obama, Bill Clinton ou George Bush Jr., qui seront donc autour de lui pour cette prestation de serment-là. Est-ce qu'il y a un message que ces anciens présidents-là, autour du président élu, veulent envoyer à l'Amérique? Mais c'est clair, il n'a pas le choix, en fait. Le président élu n'a pas le choix. Dans un contexte où le président sortant, Donald Trump, développe des arguments et des comportements et des actes pour diviser la nation américaine qu'il est censé unir et qu'il est censé avoir uni pendant son mandat. Le nouveau président, tout de suite là, le premier réflexe, c'est de travailler à l'unification de la nation. Moi je dis c'est quelques fissures, c'est juste une fissure, il n'y a pas véritablement, c'est une fissure, c'est des parenthèses qui vont se fermer. Et c'est normal que la mise en scène, que cette perception qu'il a là se traduit par la mise en scène lors de l'investiture. Mais cela ne veut quand même pas dire que les démocrates n'ont pas leur ligne directrice et que les républicains n'ont pas leur ligne directrice. C'est-à-dire, je remercie beaucoup madame pour cette intervention de tout à l'heure, où j'ai ressorti un certain nombre d'éléments. Aux États-Unis, vous savez, quand je descends rapidement au Bénin pour remonter aux États-Unis, au Bénin, vous allez voir que sur le plan politique, le peuple béninois, depuis 1990, est resté ancré dans 2 principes. C'est vrai, c'est des principes qui sont en train d'être nuancés. Le principe de confiance aux acteurs politiques et le principe de consensus national. C'est des valeurs ou des principes à valeur constitutionnelle, surtout le principe de consensus national, et l'autre, selon moi, qui sont sécrétés en fait par la pensée collective des Béninois et par l'histoire contemporaine des Béninois. C'est de la même manière qu'aux États-Unis, quand vous tenez compte, vous étudiez leurs origines, vous étudiez les causes de leur départ de la Scandinavie et de l'Angleterre et autres, et la quête de la liberté. Vous comprenez pourquoi aux États-Unis fonctionne un certain consensus tacite. Il y a une sorte de consensus national tacite qui entraîne ce roulement ou cette tendance au roulement entre démocrates et républicains. C'est quelque chose qu'il faut apprendre des États-Unis.
Secondo, il y a cette participation à tour de rôle à la construction de la nation. Maintenant, lorsque vous venez au niveau des systèmes politiques africains, Monsieur Johannes, Monsieur Tohan, on disait tout à l'heure qu'il faut tirer des leçons des États-Unis et il faut comprendre aussi que les États-Unis n'ont pas des leçons à donner, mais on peut s'inspirer de leur modèle. En fait, le Bénin s'inspire du modèle américain. Comment donc? Le régime présidentiel béninois est un régime qui s'est fortement inspiré du régime présidentiel américain. Et quand je vois les dernières réformes politiques au Bénin, je vois les efforts du président Talon ainsi que de la classe politique dans la réforme au niveau de la classe du système partisan. Vous voyez, c'est dans la période transitoire qu'il me semble que cela pose problème, et c'est surtout par rapport au fait que la Constitution permet aux porteurs de cette réforme-là de rempiler, s'il veut, que ça pourrait poser problème, ça pourrait gêner. Sinon, lorsque vous prenez du recul, que vous analysez, vous voyez l'Union progressiste, vous voyez le bloc républicain, à un moment donné, il faut qu'il soit créé, et qu'il soit créé d'une certaine manière. C'est peut-être la manière dont ils sont créés là qui gêne certains. Mais j'ai l'impression que le système partisan béninois est en train je ne suis pas très proche des initiateurs, mais il me semble qu'on est en train de regarder un peu du côté des États-Unis. Parce que je me dis que dans l'avenir, si nous travaillons comme cela se doit et que nous tenons compte des observations et des critiques qui sont émises de part et d'autre, le Bénin pourrait devenir un petit État à l'image des États-Unis, avec un régime présidentiel à tempérance populaire, c'est-à-dire avec une domination du peuple, avec des originalités béninoises et africaines. Lorsque je quitte le Bénin, je vais dans d'autres États. Vous allez voir cette tendance à avoir 2 partis dans les États africains, 2 ou 3 partis ou 4 partis, et ça doit être encouragé. C'est vrai que le multipartisme intégral est un critère de démocratie, c'est clair. Mais aux États-Unis, pendant qu'il y a plusieurs partis et qu'il y a généralement 2 qui émergent et qu'il y a cette alternance-là et que le pays avance, et qu'en réalité, ce ne sont pas les partis politiques qui traduisent véritablement, qui constituent véritablement le ferment de la politique américaine et le support des institutions américaines, c'est plutôt les valeurs américaines, c'est plutôt l'histoire des États-Unis. Donc, je crois qu'avec le temps, avec la persévérance, avec le dialogue entre les acteurs politiques en Afrique, dans les différents États africains, nous pourrons, on peut travailler à ce que plus tard, on puisse progressivement par État assainir l'environnement politique et plus tard, pourquoi pas, devenir des États-Unis d'Afrique. Parce que les États-Unis, ils ont pris rapidement, en 1777, ils ont pris par la Confédération. Et c'est 10 ans après, en 1747, qu'ils se sont vus à Philadelphie, je crois en Pennsylvanie, pour dire, mais cette forme d'union-là ne nous arrange pas, il faut qu'on règle le problème d'acéphalie. Et ils ont dû aller au fédéralisme. Je crois que les Africains ont des leçons à tirer de là, même si la politique étrangère américaine, surtout depuis Clinton, tend à se renforcer et à être de moins en moins humanitaire vis-à-vis des États africains. Je sais que Cissé ne sera pas totalement d'accord avec moi. J'ai fait une analyse très prospective. On ne peut pas comparer le Bénin aux États-Unis d'Amérique, c'est pas possible. Les États-Unis, ça fait 52 États. C'est le fédéralisme aux États-Unis. C'est l'État fédéral. Je suis d'accord. Donc, on peut comparer les États-Unis qu'au Nigeria, qui a des États autonomes, et le fédéralisme au sommet. Qui gouverne. Et ce que le président béninois fait, le président des États-Unis n'ose pas faire ça. C'est pas possible. Tu tripatouilles les institutions comme ça te plaît,
Et tu as un parlement monocolore. Est-ce qu'il y a un parlement monocolore aux États-Unis? Un parlement qui répond d'un chef d'État, uniquement. Et non, on n'a pas ça aux États-Unis. Donc attention, il ne faut pas confondre ce qui n'est pas confondable. Ce qui se passe au Bénin est loin de ce qu'on appelle la démocratie. Loin. Maintenant, si tu veux qu'il y a un modèle de dictature qu'il faut applaudir, allons-y alors. Applaudissons le modèle de dictature qui se passe au Bénin. Parce que, comment se fait-il que tout d'un coup, les partis politiques traditionnels qui ont animé le parti pendant 30 ans se trouvent exclus du jeu électoral par le fait d'un homme qui a instauré un système, c'est tout. Donc moi, si Trump avait les mêmes éléments qu'il peut faire aux États-Unis, là, donc les États-Unis c'est déjà basculé, hein, mais Trump ne peut pas, parce que les États sont indépendants, les institutions sont très fortes, le Congrès est là, le Sénat, etc. Donc Trump ne peut pas imposer à l'État de Californie ce que le gouverneur doit faire là-bas. Les lois, quelquefois, la loi fédérale est tellement différente des lois spécifiques fédéraux. Donc, on ne peut pas comparer les États-Unis. Ce qu'il faut dire est que nous devons nous inspirer tout simplement du fait que les États-Unis, aujourd'hui, ne sont pas à l'abri du fait d'un homme, du comportement d'un homme. Et que nous devons nous inspirer de la force des institutions américaines, ok, et avoir des institutions qui ne se plient pas en Afrique sous le contrôle du chef de l'État. Parce que dans nos pays francophones, là, dis-moi quelle cour constitutionnelle n'est pas soumise à un chef d'État. Dis-moi quelle est l'Assemblée nationale qui n'est pas soumise à un président de la République. Dis-moi quelles sont les institutions de régulation. Même la justice est soumise au chef de l'État. Mais on n'a pas ça aux États-Unis. Donc, nous sommes très loin de ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui veut dire que, ce que je voudrais tout simplement dire, l'élection de Trump, mais il a été accusé par l'ingérence de la Russie à cette époque. On a dit que c'est la Russie qui a manipulé, etc. Mais lui, l'élection entre Joe Biden, il n'y a aucune ingérence qui a été signalée. Mais en ce moment-là, Hillary Clinton disait que l'Amérique a fait une erreur de donner le pays à un homme qui est comme Trump parce que mentalement, il n'est pas bien. Et que l'Amérique va faire face à une insécurité. J'ai la vidéo. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que Trump a fait. Donc, si nous parlons aujourd'hui des États-Unis, aujourd'hui, c'est le fait d'un homme qui est venu avec son comportement. Ce n'est pas le système de démocratie américaine qui est mis en cause. Mais c'est une leçon pour les Américains aussi de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer leurs institutions électoraux, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer leurs institutions, pour qu'un tel homme, quand il apparaît, qu'il y ait un système qui le met out of governance, qu'on le mette en dehors de la gouvernance. C'est ce qui est important. Mais attention, on ne peut pas prendre le Bénin comme modèle par rapport aux États-Unis. Madeleine Kondo, Joe Biden entend réengager les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et donc lever l'interdiction d'entrer sur le territoire américain visant les ressortissants de plusieurs pays, principalement à majorité musulmane. Des décisions qui tranchent, on le sait, avec la politique Trump. Est-ce que, selon vous, c'est à saluer? Oui, effectivement. Même si vous regardez ce qui se passe sur le plan climatique, la végétation, la faune et la flore, vous savez très bien qu'on a un problème de réchauffement de la planète. Si vous prenez par exemple un pays que je connais bien parce que c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, regardez l'érosion. Quand vous parcourez le bord de la mer, depuis Vridi jusqu'à Bassam, vous voyez l'avancée de la mer, mais qu'est-ce qui fait que les eaux montent? C'est parce que la glace fond. La neige, après qui se met, qui coule et puis qui va encore dans la mer, on n'a même pas besoin d'être un expert climatique, un PhD de météo et autres pour savoir cela. Et aujourd'hui, quand vous appelez vos parents, par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, et les gens vous disent de leur envoyer des pullovers pour le froid et que tu les vois habillés dans des trucs, dans des habits manches longs, tu comprends que beaucoup de choses ont changé. On n'avait pas ce temps très sec où les feux de brousse ravageaient les villages. Le climat a tendance, c'est-à-dire il y a ce changement-là qui fait que c'est comme si le climat est en train de pivoter.
les températures deviennent beaucoup plus basses de nos côtés, c'est-à-dire dans nos pays. Et ici, les températures commencent à monter, même si c'est doucement, mais on apprécie, on voit ça. Et donc, dans ces conditions-là, si M. Joe Biden veut ramener l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, parce que quand vous dites l'Amérique, vous parlez du Canada, du Mexique et puis des États-Unis. Si M. Joe Biden veut ramener les États-Unis dans cette discussion-là, c'est bienvenu. Parce que vous ne pouvez pas imposer à des pays industrialisés comme la Chine et autres de faire attention aux gaz à effet de serre pendant que vous-même, vous asseyez à la Maison-Blanche pour dire que la Chine ne joue pas le terme anglophone qu'ils aiment employer, China don't play by the rule. Et j'ai toujours interpellé mes interlocuteurs et mes amis, même au travail, pour dire que qui joue by the rule? Personne. Personne ne joue by the rule parce que quand moi j'ai une chemise et que, au lieu de me demander à combien je veux vendre la chemise et on va en discuter, que tu me dis ma chemise, tu vas l'acheter à ce prix et tu déposes l'argent et tu fous le camp et tu poses même des garde-fous qui font que je suis coincé, une chemise qui m'appartient. Je n'ai pas cette liberté-là de négocier les prix. J'ai pris cette métaphore de la chemise pour la rendre beaucoup plus simple. Seulement, mon discours se retrouve autour des prix bord champ ou alors des prix sur le marché international du café, du cacao, de l'EVA et tout ça, et même des matières premières minérales. Alors, si M. Joe Biden pousse l'Amérique à revenir dedans, c'est un salut pour nous. Seulement, quelquefois, les gens sont tellement méchants que même ceux qui les arrangent, ils sont contre. Regardez le climat, la chaleur, l'effet même que ça a sur la peau. Reconnaissons que la peau noire, c'est ce qu'on a de plus merveilleux. Parce que ça résiste à beaucoup de choses, comparativement à la peau blanche qui est beaucoup plus fragile. Alors, tout ce qu'ils font là, les retombées, les conséquences, c'est beaucoup plus dramatique de leur côté. Seulement, ils se trouvent dans des situations où ils ont les moyens. Par exemple, quand vous voyez les ouragans, avec la force que ces ouragans-là entraînent, quand ils arrivent sur les territoires ou bien les côtes américaines, mais si on devait avoir ce genre d'ouragan en Afrique, compte tenu des fondations de nos maisons, compte tenu de nos moyens limités, il y a des pays qui ne vont plus exister parce que ça va tout ravager, ça va tuer. Regardez, des pluies de 2 jours. Combien de personnes ça a tué? Et nos officiels font un peu comme mes autres panélistes ont dit. Ici, ce que nous devons apprécier, ce que nous devons contempler, ce qui est beau à voir, c'est le respect des institutions, le respect des lois que l'Amérique, disons les États-Unis, se sont fixées et la séparation des pouvoirs. Vous êtes d'accord avec moi que si ça avait été sous le régime de M. Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, de mon pays, vous pensez que... Non, vous pensez... M. Lamine. Allez-y, madame. Vous avez dit, mais vous pensez que M. Alassane Dramane Ouattara allait accepter l'arrestation de tous ceux qui sont allés prendre le Capitole? On est en train de les interroger. Toutes ces arrestations-là n'allaient pas avoir lieu. La preuve, on décapite des gens, il n'y a pas d'arrestation. C'est pour dire combien de fois la justice est contrôlée par l'exécutif dans nos pays du tiers-monde, contrôlée même par ceux qui nous ont colonisés de façon peut-être entremise. Si on profite et on regarde l'Amérique, je vais vous souligner un fait. On a parlé de la division, du discours et puis de l'administration de M. Trump qui n'a fait que encourager les disparités sociales et puis qui n'a fait que détruire la cohésion sociale. Seulement ce que nous ne savons pas de l'Amérique, ou disons que certains ne savent pas de l'Amérique, mais nous qui vivons ici, on le sait. Et on sait l'apprécier parce que, vous voyez, les Américains, ils se battent. Quand il y a des problèmes politiques, les démocrates, les républicains, mais ils ont de ces débats houleux. Mais dès lors que l'Amérique est menacée, c'est-à-dire les États-Unis sont menacés, soit par quelque chose d'extérieur,
qui vient d'ailleurs ou alors à l'intérieur de l'Amérique, c'est là où vous comprenez combien de fois ces Américains-là, ils se disent la vérité, ils se chamaillent, mais quand il s'agit de leur pays, ils mettent le pays devant. Ils mettent eux-mêmes devant. Et donc, vous n'allez jamais assister à ces discordes-là portés au grand jour. Regardez, aujourd'hui, M. Trump perd 7 ou 10 des sénateurs qu'il avait supportés. Parce qu'ils se sont rendus compte que M. Trump, s'il a pu donner ce discours où il a dit aux gens, si vous voulez récupérer votre pays, vous ne devez pas être faible. Vous devez aller au Capitole. Et les gens sont allés là-bas. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a supprimé ces comptes. Parce que vous avez vu dans le monde arabe, l'Internet, les réseaux sociaux, c'est ce que les gens utilisent aujourd'hui pour rassembler les gens. Même quand on ne veut pas faire passer l'information, avec vos téléphones, les informations vont très vite. Et c'est pour éviter ce genre de choses et les arrestations qui sont en train d'avoir. C'est pour vous dire que s'ils ne peuvent pas venir à Washington, ils ont décidé de faire cela à l'échelle étatique, c'est-à-dire dans les 52 États, plus ou moins. Et c'est là où nous devons chercher comment l'Amérique arrive à sortir de ces grandes crises-là et voir comment nous aussi, nous pouvons le faire chez nous en Afrique. Surtout là où nous avons les moyens très limités, où les gens, par exemple, parce qu'ils sont élus, comme M. Lamine l'a dit, quand les gens ont le pouvoir, ils pensent qu'ils ont tout, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. On doit comprendre que dans l'exercice de vos fonctions, en tant qu'exécutif, vous n'avez même pas de droits. Vous avez des devoirs envers la population, envers ceux qui vous ont élus. Et la population a des droits. Le droit à l'éducation, le droit à la vie, le droit à la santé, la sécurité, et j'en passe. Mais si vous intervenez au niveau de la justice, des gens sont impunis. Vous intervenez au niveau de la douane, des gens commandent des produits prohibés et ils ne peuvent pas faire la prison. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez tous les commissariats de Côte d'Ivoire. À chaque fois, même dans les gendarmeries, à chaque fois qu'on fait des saisies sur de la drogue, le PV arrive au tribunal, mais le produit, c'est-à-dire les pièces à conviction, ne parviennent jamais et jamais. Je mets quiconque, n'importe quel commissaire ou bien commandant de brigade de gendarmerie, je les mets au défi, qu'ils me prouvent le contraire. Et les magistrats aussi, parce que en Côte d'Ivoire et même en Afrique, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous connaît. Donc, dans ces conditions-là, ils reçoivent les PV. Mais où est la drogue? Où sont les armes qu'on a saisies? Où sont ces amphétamines, ces comprimés prohibés? Ça disparaît dans la nature. Les policiers même s'en vont les revendre. Et quand vous continuez comme ça, au fur et à mesure que le temps avance, vous détruisez l'État. Et ce que M. Trump a fait, l'incitation à la haine, l'incitation au désordre, l'incitation à la destruction de la cohésion sociale, je pense que si nous devons apprécier les circonstances atténuantes au niveau de M. Trump, c'est dû au fait que M. Trump n'a pas fait le service militaire. Parce qu'en tant que militaire, on vous apprend des choses. On vous apprend à respecter le pays, l'intégrité de votre pays, à protéger de votre pays, à l'aimer et à protéger vos concitoyens et tout ce qui, même des gens qui sont sur vos territoires, qui n'ont pas le droit d'être là, je vais dire, des gens qui sont venus et qui ont dépassé le temps de séjour, qui sont dans l'illégalité sur votre territoire, vous êtes censé les protéger. Monsieur Trump, toutes les fois où on lui a envoyé la lettre pour rejoindre l'armée, pour rejoindre le service militaire, il a toujours dit qu'il a mal aux pieds. Et vous savez qu'ici, l'hiver fait près de 8 mois ou plus. C'est des gens qui doivent se chausser. Et même pendant votre formation, l'Amérique a les États-Unis ont beaucoup d'espace vert, de forêt qu'on n'a pas touché. Dans les marécages. Parce que on doit vous mettre dans la simulation vraie. Donc, il doit être chaussé. Et quand quelqu'un dit qu'il a un problème au pied, vous n'allez pas le forcer. Et parce qu'il a toujours échappé au service militaire, c'est pourquoi il se comporte comme ça. Sinon, si vous avez appris tout ça, la déontologie militaire, le fonctionnement, le respect, la pratique même de la loi, vous ne pouvez pas faire ce qu'il a fait. Voilà. Alors, je demande aux Africains, restons tranquilles.
je reviens à vous, Justine Mpati. Quelles sont les priorités du nouveau président élu selon vous? Les chantiers prioritaires, visiblement, oui, avant de répondre, je reviens, c'est clair, parce que il me semble que je n'ai pas été compris par Cissé tout à l'heure. On a à peine un dernier tour de table. Oui, ne vous en faites pas. Première des choses, je ne suis pas sur le plateau en tant que représentant du pouvoir en place au Bénin. Ça, c'est clair. Non, je sais cela. Je ne dis que vous ne l'avez pas dit. Je ne dis pas que vous l'avez dit. Mais lorsque vous êtes amené à étudier, vous savez, le système américain est un système qui m'a toujours séduit. Je l'ai étudié en anglais. Dans mes études anglaises, je l'ai étudié en droit. C'est un système qui m'a beaucoup séduit parce que quand vous étudiez le système politique, vous voyez un mélange, selon moi, vous voyez un mélange du présidentialisme avec quelques touches du parlementarisme, donc de la collaboration entre institutions, et en même temps de la séparation tranchée des pouvoirs, assis sur des valeurs, sur une histoire et tout ça. Vous voyez, je ne suis pas en train de faire de la confusion entre le Bénin et les États-Unis. Et je ne suis pas en train de comparer, encore qu'on peut, en exégèse, on peut comparer le Bénin aux États-Unis et réfléchir sur les perspectives des États-Unis d'Afrique ou bien du fédéralisme en Afrique. C'est possible. Mais mon analyse de tout à l'heure là n'était pas destinée à faire de la confusion entre les États-Unis et le Bénin. Seulement que j'ai utilisé le modèle partisan que le Bénin est en train d'adopter, c'est-à-dire le système de deux partis. Et je me suis dit certainement que c'est un système qu'on est séduit peut-être par le système américain. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer les deux parce que c'est important que je reste là avant de répondre à votre question. Et quand vous intervenez tout à l'heure, Cissé et Madame Madeleine, vous avez tout le temps fait une analyse en direction des États africains. Vous êtes resté beaucoup plus concentré sur les dirigeants africains. Et vous avez dit, il ne faut pas que le dirigeant africain, il ne faut pas que... je voudrais vous dire, les dirigeants africains, ils vont certainement continuer par. Il me semble que la lutte n'est pas... Il ne faut pas que les présidents africains soient... Il ne faut pas que les présidents africains fassent. La lutte, c'est ce qu'on a gagné des États-Unis d'Amérique. C'est qu'on comprenne que les États-Unis d'Amérique, c'est des origines que nous n'avons pas. Leurs origines, c'est la quête de la liberté. Les États-Unis d'Amérique, c'est près de 300 siècles de démocratie. Ils ont eu leur indépendance en 1776, le 1er juillet, je crois, si je me trompe. Les États-Unis d'Amérique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, du consensus qui ne dit pas son nom. Les États-Unis d'Amérique, c'est le respect de la nation. Quand vous venez ici, notre démocratie, ça fait 30 ans à peine. Et nous sommes en train d'entrer dans des cycles de dirigisme pour redresser un peu cette démocratie et l'orienter vers le développement. Quand on étudie un peu les systèmes, les différentes pratiques actuelles, c'est ce qu'on remarque. Par conséquent, il n'y a pas lieu de confondre les deux. Pour répondre à votre question, je crois que, si c'est là évoqué rapidement tout à l'heure, Joe Biden a intérêt, et là je prêche pour ma paroisse, en droit international, on a l'habitude de percevoir les États-Unis d'Amérique comme des États qui pratiquent ce qu'on appelle le réalisme en relations internationales, centré sur la théorie de Hans Moggetto et Raymond Aron. Et ils ont beaucoup plus tendance à voir le droit international à l'image de leur droit à eux. International law is part of... Ce qui les arrange. Ce qui les arrange. La pax americana. Et je crois que Joe Biden, et avec l'arrivée de Donald Trump, la situation a été aggravée. Et Joe Biden doit réparer cela. Il faut qu'il fasse en sorte qu'on sente que l'Amérique tisse plutôt des relations, des partenariats, comme Bill Clinton le disait, des relations sur des bases égalitaires, sur la base du respect de l'autre, et qu'il n'aille pas dans le sens de cette manière de se
de cette imbécilisation des États africains, animalisation des États africains, des moqueries en direction des chefs d'États africains, je crois que ce n'est pas bien. Donc je l'attends sur ce chantier-là. Au plan interne, c'est clair qu'il doit travailler à l'unification du pays, il doit travailler à la relance économique, etc. Il faut que également il faut que par rapport aux questions environnementales, par rapport à la question climatique, il faut que les États-Unis reviennent dans le jeu. Et que cette démarche, cette technique qui consiste à parler pour dire une chose et dans la pratique à faire autre chose, Donald Trump, lui, il a dit qu'il ne va pas faire, il n'a pas fait. Donc, son parler et ses actes sont allés dans le sens de la négation du droit international de l'environnement. Il faut que tout ça soit revu. Revu. Je ne sais pas si j'aurai un autre. Ce n'est pas sûr. La CEDEAO, l'UEMOA et l'Union africaine gagneraient à changer d'approche en observant, en regardant les États-Unis. Pour dire aux États dont ils sont en griffe syndicat, aux États africains, qu'il faut qu'ils changent de paradigme. Et il faut qu'ils aillent à l'éducation de la population. Qu'on aille véritablement à l'éducation de la population et qu'on change de paradigme pour que ces institutions-là n'aient pas tendance à être vues, qu'on n'ait pas tendance de les voir comme des institutions qui tendent à protéger ceux qui perturbent les libertés publiques et les droits fondamentaux. Non, mon refrain, c'est pour tout simplement dire que les États-Unis ont plusieurs partis. L'exemple de Bernie Sanders, qui est un socialiste, qui s'est allié à Joe Biden pour aller... Mais lui, c'est un socialiste. C'est deux partis qui émergent. Non, qui émergent, oui, mais il y a d'autres partis. Je n'ai pas dit le contraire. Bon, et c'est ce qui se passe au Bénin aussi. Non, on a exclu... On a plusieurs partis. Non. Là-bas, aux États-Unis... Non, on a plusieurs partis. Même, j'ai fait plus de 30 ans ici, tu dis c'est mon appréciation. Allez-y. On a exclu par des lois des partis, tu dis c'est mon appréciation. Aux États-Unis, est-ce qu'on peut prendre une loi et exclure des partis? C'est la compétition qui exclut les partis. Au Ghana également, il y a deux partis qui émergent, mais les autres vont à la compétition. Au Sénégal, c'est deux partis qui émergent qui vont au deuxième tour. C'est toujours comme ça. Mais on ne peut pas prendre des lois pour exclure des partis et dire que c'est la démocratie. C'est ça que tu es en train de cautionner. Et moi, franchement, en tant que démocrate, je ne peux pas cautionner cela. J'aime le Bénin. Le Bénin, c'est mon pays. J'aime ça, j'aime ce pays-là. Et j'étais fier du Bénin parce que... C'est pas ce que moi j'ai dit. Voilà. Non, je suis en train de te... C'est pas ce que moi j'ai dit. Ouais, d'accord. Maintenant, ce que je voudrais dire est que notre adresse là, pour dire il faut, on s'adresse aux populations africaines. C'est les populations africaines, il faut élever le niveau de leur compréhension pour leur faire comprendre que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est pas les chefs d'État là qui ont le pouvoir. Et les mentalités sont en train de changer. Ces chefs d'État là ont intérêt à changer de comportement. Madeleine Kondo dira son mot. Madeleine Kondo, Joe Biden entend donner un nouvel élan à la plus grande campagne de vaccination de l'histoire américaine. On sait que le Covid-19 sévit sérieusement aux États-Unis. On parle de plus de 3000 morts chaque jour. On parle de plus de 20 000 cas. Comment vous préparez-vous face à cette campagne-là qui s'annonce pour les prochaines semaines? Rapidement, 30 secondes. 30 secondes. OK. 30 secondes. Pas plus. OK. Pour vous parler de cette campagne de vaccination, je suis tenu par le secret professionnel. Oui. Et donc, il y a des choses dont je ne voudrais pas parler ici. Seulement, je viens de recevoir mon 5e email de mes employeurs qui m'annonce qu'on a déjà programmé mon ordonnance pour mon vaccin du Covid-19 et que c'est à ma disposition, je pourrais le prendre à n'importe quel moment. Et que si je ne voudrais pas le prendre, je dois aussi les informer. Voilà la situation. J'ai dit à tous mes collègues et à mon patron que quand vous tous serez vaccinés, et qu'il n'y a pas de problème. Parce que c'est en 2 phases. Vous prenez la première dose et puis je crois 15 jours après, vous prenez la deuxième dose. La première dose, je vous dis, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Quand il s'agit des chiffres sur les décès, je vais brosser ça un peu rapidement. C'est fini. Seulement au niveau du vaccin, au niveau du vaccin, la deuxième dose est celle-là même qui dérange. La première dose, ils ont pris, non, moi j'avais un peu mal au bras, c'est passé. Mais la deuxième dose, tous ceux qui ont pris ont manqué au moins 1 jour de travail.
Voilà, il y en a qui ont le vertige, qui ont des maux de tête terribles, ils ne peuvent même pas ouvrir les yeux. Il y a des risques. Oui, il y a des risques. Tout médicament a des risques. Tout à fait. Et les effets secondaires, ok, mais les effets indésirables, c'est ce qu'il ne faut même pas, c'est à ça qu'il faut faire attention. Voilà. Pour vous dire qu'au niveau du vaccin, voici la situation. Et je ne le prendrai pas tant que tout le monde n'est pas vacciné dans mon service. D'accord. Madeleine Kodo, merci. Merci, vous êtes panafricaniste, présidente fondatrice de l'ONG AUHR, African Union for Human Rights. Face à vous aujourd'hui, Julius Nyongpati, chercheur en droit international et constitutionnel, Lamine Sissé, écrivain en communication politique. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de Vue. Merci.